Bonjour à tous et bienvenue à la causerie du jour. Bienvenue donc aux personnes en présentiel aujourd'hui. Nous accueillons avec plaisir la formation ingénieur par apprentissage BTP qui est en donc quatrième année de cycle d'ingénieur. Merci à vous de votre présence. Merci aux collègues également de CESI Nanterre qui sont là aujourd'hui et à tous ceux qui nous regardent via le live, nos 25 centres en France, mais également vos tuteurs, des institutionnels, des partenaires et tous vos réseaux personnels et professionnels qui pourraient être intéressés par ces causeries. N'hésitez pas à diffuser le lien live par les réseaux, par des mails ou vous, quand vous ne serez pas dans les locaux, de les voir régulièrement. Je suis responsable des causeries CESI, maintenant un cycle de conférences depuis 9 ans, on vous propose ça. 4 ans en live, 5 ans en live et des replays. Alors à cause de la pandémie, nous avons mis en place donc des replays sur le YouTube CESI, la playlist Les causeries CESI. N'hésitez pas à voir ou revoir des thématiques qui vous ont inspiré ou qui vous intéressent sur les 3 dernières années. Alors on n'a pas du 100% puisque vous pouvez l'imaginer, c'est en fonction du droit à l'image, de l'accord des causeurs. Les futures programmations et celles de cette année, 2022-2023, ont été organisées pour que vous ayez le maximum de possibilités, d'opportunités de suivre l'intégralité de la saison. Aujourd'hui, donc les causeries pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'on a toujours chaque semaine des nouveaux. Donc c'est des conférences tous les mardis de 13h à 14h de fin octobre à fin avril. 24 à 26 causeries par an en moyenne. On vous propose des thématiques diverses, donc qui passent par les nouvelles technologies, l'industrie du futur, la transition écologique, tout ce qui est lié au management, performance des organisations, mais aussi, et c'est ça l'intérêt des causeries, d'aborder des sujets transverses, d'économie, d'art international, des choses qui vont vous apporter des clés pour avancer dans votre monde professionnel, mais personnel, être une personne toujours plus ouverte, curieuse de votre entourage, du monde. Et puis, c'est pas forcément... on me dit toujours, je suis en informatique, je suis dans le BTP, ça ne fait pas partie de mon cahier des charges. C'est le but, c'est le concept. C'est-à-dire, vous apporter des connaissances, minimum, mais en tout cas, le maximum pour une heure, pour que vous soyez réactifs face à des gens dans le monde professionnel, ouverts, intéressés, si ça vous apporte le minimum de culture pour après vous intégrer, c'est vraiment notre but. Aujourd'hui, nous nous intéressons donc à la collaboration, passer de la collaboration à la coopération, l'esprit d'équipe, le travail en équipe, en organisation, en entreprise. On a le plaisir d'accueillir donc le cabinet Olomea, qui vient depuis 2 ans donc, dans les causeries CESI. Aujourd'hui, Christine Ebadi et Bérénice Pommier viennent vous parler. Elles vont se décrire beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Je vais leur donner la parole. Je vous demanderai de les accueillir bien chaleureusement. Merci. Donc, pour les questions lors de la causerie, à partir de 45-50, la causerie se terminera au niveau des présentations et une séquence de questions-réponses via le présentiel, mais aussi en distanciel, s'ouvrira. Ici, dans l'amphithéâtre, vous levez la main bien en amont que je vienne vous apporter le micro pour poser votre question. Et via le live, n'hésitez pas à vous poser vos interrogations à causerie au pluriel idfc tout accroché @cesi.fr. Causerie au pluriel idfc @cesi.fr. Merci à tous et très bonne causerie. Merci beaucoup Héloïse. Alors, bonjour à tous. On va se présenter avant de démarrer cette causerie. Donc, le titre s'appelle « De la collaboration à la coopération ». Donc, ça peut paraître un peu nébuleux, mais on va essayer d'éclaircir ça pendant cette petite 50 minutes, 45 minutes. Donc, moi, je suis Christine Ebadi. J'ai cofondé le cabinet Olomea. Olomea, c'est né avec l'idée de dire comment est-ce qu'on peut concrétiser les transitions écologiques et sociales. Et on s'est rendu compte depuis quelque temps, la question de la transition, j'imagine vous avez dû avoir des causeries sur le sujet. C'est un sujet qu'on parle, on en reparle. On a beaucoup de solutions, mais on a beaucoup de mal à s'en saisir. Et nous, on a voulu se dire comment est-ce que nous, à notre niveau, on pourrait agir, comment on pourrait faire que des projets très concrets de transition puissent avoir lieu.
Et donc, on intervient dans des entreprises qui ont des projets de transition, qu'elles soient sur de l'énergie, sur de la sobriété numérique, enfin voilà, sur des enjeux de coopération. On intervient en école, également dans une autre école d'ingénieurs spécialisée dans le numérique, sur le volet sobriété numérique. Mais on intervient aussi avec des associations qui travaillent sur, par exemple, l'alimentation durable sur les territoires. Donc vraiment tout type de projet. Et notre matière première, en fait, c'est le collectif. D'où la coopération. On va vous en parler un petit peu plus. Puis je vais laisser Bérénice se présenter. Bonjour. Donc moi, je suis Bérénice Pommier, je suis ingénieure agronome et j'ai rejoint Olomea en novembre. Et comme Christine, je travaille avec des entreprises dans des contextes de transformation et de transition écologique et sociale. Et je travaille aussi sur le volet formation dans l'enseignement supérieur. Et j'organise aussi avec Christine et Olivia chez Olomea un séjour de formation pour les enseignants pour qu'ils puissent intégrer les enjeux de transition dans leurs enseignements, même si ça n'a pas forcément de rapport avec le sujet. Merci. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous parle de coopération ? En fait, c'est quoi la coopération ? On va en donner un peu quelques définitions. Mais pourquoi est-ce qu'on a voulu aborder ce sujet-là avec vous ? Pour une raison déjà toute simple. Tout ce qu'on fait demande le collectif. Tous les projets, quels qu'ils soient, nécessitent un collectif. Que vous soyez un club de jazz en train d'improviser, que vous soyez un chorégraphe en train de faire une danse à plusieurs, mais même faire atterrir un avion, ça demande des gens, ça demande du collectif. Et aujourd'hui, ce dont on se rend compte, c'est qu'on rentre en transition. Je crois que vous avez compris que c'était un de nos sujets. Et la transition, nous, on l'aperçoit comme un immense projet complexe, quelque chose qui demande d'articuler énormément de compétences différentes. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que c'est loin d'être simple. Et à une échelle plus modeste, je dirais, dans n'importe quel des projets que vous avez dû mener, j'imagine vous menez des projets en équipe, tout se passe pas toujours très très bien. Il y a toujours des problèmes de passagers clandestins, il y a toujours des problèmes de t'avais dû faire ça mais tu l'as pas fait. Et on se rend compte que ce sujet est jamais abordé. On va toujours trouver une raison au problème, on va toujours trouver une explication qui va faire que le projet il n'a pas marché. Par contre, se poser la question de est-ce qu'on avait la capacité dans notre façon de fonctionner, dans la façon avec laquelle on coopère, avec la façon avec laquelle on travaille, est-ce qu'on a le niveau, la capacité, le niveau d'intelligence collective, pour dire un peu un gros mot, est-ce qu'on a cette capacité à le faire ? Et si ça se pose déjà rien qu'à nos niveaux, à nos projets à nous, à un niveau beaucoup plus sociétal qui est celui auquel on est confronté, eh ben là, il y a vraiment un vrai sujet sur lequel il faut s'attarder. Alors pour démarrer cette causerie, j'aimerais vous parler de ratés, de gros ratés, de vraiment les trucs où vraiment ça s'est vraiment très très mal passé. Et on va essayer, alors c'est des ratés, vous allez voir, certains vous les connaissez très bien, j'en suis certaine. On les a multi-analysés sous différents angles, mais on les a rarement analysés sous l'angle de la coopération. Alors je vais démarrer un qui est relativement dramatique, je pense que vous devez le connaître. Donc c'est en 1986, en janvier 1986, en Floride, la NASA lance la navette Challenger, c'est la dernière d'ailleurs lancée de ce type de navette. Et 72 secondes après le décollage, la navette elle explose. Donc autant dire, il n'y a plus de survivants, il y avait 7 personnes à bord. Et pour la petite histoire, pour la petite anecdote, bon, ce sont tous des astronomes, sauf la femme qui est là, à gauche, qui est une institutrice et qui devait donner le premier cours depuis l'espace. Donc voilà, le rêve entre guillemets dure 72 secondes. C'est un drame national. Tout le monde se pose évidemment pourquoi ça s'est passé. La NASA, elle diligente des enquêtes, le gouvernement aussi, parce qu'il y a énormément d'argent public. Bon, donc les premières conclusions arrivent, donc on commence à donner des raisons qui sont plus ou moins fumeuses au départ, on ne comprend pas très bien, et forcément les ingénieurs de la NASA n'ont pas spécialement envie qu'on comprenne tout ce qui s'est passé. Et puis finalement, il y a un grand scientifique de l'époque qui s'appelle Richard Feynman, qui est un des grands physiciens de l'époque, du XXe siècle, qui est connu aux États-Unis, qui était dans le projet Manhattan, enfin vraiment quelqu'un d'écouté. Il explique de façon extrêmement simple qu'il y avait un joint qui s'appelle un joint thorique. Alors à mon avis, vous savez plus ce que c'est que moi d'un point de vue technique, qui n'a pas été capable de résister à la température. On était en janvier, malgré le fait que ça soit la Floride, en fait le joint il n'a pas réussi à tenir, et donc ça fait un départ de feu, et la suite on la connaît. Ok, très bien. Donc on pourrait s'en tenir à, tiens, le joint, il marchait pas.
Et en fait, quand on a commencé à faire d'autres analyses, on s'est rendu compte, premièrement, qu'on le savait. On savait que ces joints ne marchaient pas. Les ingénieurs étaient absolument convaincus qu'il y avait un vrai problème, mais ils n'arrivaient pas à le faire savoir à leurs managers. Ils l'ont dit, mais ça n'est pas passé. Les managers, eux, ils avaient en tête de se dire, non, nous, ce qu'on veut, c'est lancer le jour J. On ne veut pas avoir l'air idiot au regard du monde, les Russes, enfin, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, non, on va le lancer quoi qu'il arrive. Et donc, OK, cette mauvaise décision a entraîné 7 morts et des millions jetés par les fenêtres. Et en fait, si on le regarde sous l'angle de la coopération, le collectif, il a été complètement idiot, alors qu'il était quand même rempli de gens très brillants. La NASA, c'est quand même des gens, des ingénieurs d'un très très haut niveau. C'est une collection de gens brillants qui, collectivement, tous ensemble, ont donné une décision catastrophique. Donc ça, c'est un premier exemple, et puis j'y reviendrai un petit peu par la suite pour regarder un peu les ingrédients qui font que ce genre de choses marche ou ne marche pas. Un deuxième exemple qui est nettement moins dramatique, mais bien ridicule, c'est l'équipe de France de foot en 2010. Bon, tout le monde s'intéresse peut-être pas au foot, mais ou peut-être à cette époque-là, ça vous intéressait pas. Mais pour rappel, pour ceux qui connaîtraient pas l'histoire, donc l'équipe de France de foot va à la Coupe du Monde. Ça se passe en Afrique du Sud, et il se passe des embrouilles entre les personnes. Bref, un joueur qui insulte un entraîneur, plus pas mal de petites embrouilles, mais en fait des embrouilles de la vie courante finalement d'une équipe. Et ça finit, le joueur en question, donc Nicolas Anelka, se fait éjecter de l'équipe, il est viré, quoi. Et du coup, l'équipe se met en grève. Et moi, je me rappelle bien, dans la presse, en gros, c'était dans la presse internationale, on a l'équipe de France de foot, donc des stars, qui se mettent en grève au moment de la Coupe du Monde. Donc c'était évidemment complètement ridicule, mais c'est intéressant de le regarder. Alors on peut trouver des tas de raisons, la raison trop d'ego, trop d'argent, trop de pression. Bien sûr que tout ça est vrai, mais si on le regarde d'un point de vue collectif, cette équipe, elle n'a pas été capable de gérer ces tensions. Elle n'a pas été capable de coopérer, et pourtant elle avait un sacré challenge qui était quand même de se faire qualifier, enfin de réussir des matchs, pourquoi pas d'aller en finale. Et là, ils ont été incapables de passer cette phase-là. Et ce qui est intéressant quand on a étudié un peu cet exemple, c'est que c'est l'inverse de l'équipe de hand. Donc l'équipe de hand française, comme vous le savez, elle est multi-médaillée aussi bien en championnat du monde qu'en championnat d'Europe. Et l'entraîneur, donc un entraîneur qui est assez connu, qui est écouté dans ses capacités de management, qui s'appelle Claude Onesta, en fait disait une équipe, elle est forte quand elle arrive à perdre. C'est étonnant de dire les choses comme ça. Il dit en fait c'est cette capacité à accepter la tension, les difficultés et à continuer à fonctionner comme ça. Et d'ailleurs, il disait qu'en 2012, quand il a perdu la Coupe d'Europe, il n'avait jamais eu une équipe aussi forte. Donc là, voilà. Donc cette idée-là que je veux introduire avec ce deuxième exemple, c'est de se dire on a beau être très très fort, on a beau avoir tout ce qu'il faut, l'alchimie générale, c'est vraiment autre chose. C'est vraiment à un autre niveau que ça se joue. Je regarde l'heure, c'est bon, je suis dans les... Ouais. Un troisième exemple, très ironique pour le coup, c'est... alors, je vais essayer de le prononcer, mais chaque fois, je n'y arrive pas. La Saskatchewan. Bon, j'espère que j'ai bien prononcé. Bref, en gros, c'est dans les années 20, au XXe siècle, il faut le préciser maintenant, au XXe siècle, il y a les fermiers qui en avaient marre de vendre à bas prix leur production. Donc ils se sont organisés en coopérative, donc ça a donné des silos, ils allaient mettre dedans tout leur grain, toute leur récolte, et ils pouvaient contrôler le prix. Et donc c'était une coopérative, donc ça veut dire que chaque personne avait un mot à dire et on prenait les décisions ensemble, en coopération. Et puis, ça a été un gros facteur de succès parce qu'ils ont très bien passé la crise de 29, là où d'autres n'ont pas survécu. Certaines entreprises plus capitalistes n'ont pas réussi à survivre, alors que eux, parce qu'ils avaient ce mouvement coopératif, ils ont réussi à survivre. Et puis, petit à petit, l'esprit coopératif a disparu et ils ont voulu être aussi, entre guillemets, efficaces que les autres, dans le sens... générer autant d'argent. Et ils ont abandonné tout l'esprit coopératif jusqu'à rentrer en bourse, ce qui est vraiment l'opposé total du mouvement coopératif, puisque dans le mouvement coopératif, les actions appartiennent aux sociétaires. Donc on est vraiment à l'inverse. Et en 96, ils sont rentrés en bourse et ils ont disparu, purement et simplement. Et en fait, l'analyse du problème numéro 1 du fait que le mouvement coopératif n'a pas marché, c'est qu'à un moment donné, ils ont vu la coopération comme étant trop lourde à porter.
Et Bérénice vous en parlera, la coopération, ça demande des efforts. Mais ils ont choisi volontairement d'abandonner cette capacité, et c'est ce qui a donné la létalité. En tout cas, ils ont disparu complètement. Et dernier exemple, alors je ne vais pas donner le nom de la structure, mais je l'ai vécu, donc je vais en parler. C'est plus à notre niveau, hein. On balance pas tous des navettes dans l'espace, on va pas tous à la Coupe du Monde, et voilà. Mais par contre, on va tous, et vous allez tous dans cette salle être amenés à mener des projets, et peut-être, comme vous êtes en alternance, vous en avez déjà mené beaucoup. Donc là, c'est un projet IT, hein, plutôt, mené en agile. Et le projet en question se passait dans une grosse structure, hein, qui avait 2 équipes, alors des très grosses équipes, mais qui faisaient la même chose par une acquisition, donc 2 systèmes d'information qui faisaient plus ou moins la même chose. Sauf que c'était 2 cultures différentes, 2 systèmes d'information très différents. Et en fait, qu'est-ce qu'on s'est dit ? On s'est dit on va les merger, ce qui était bon, pourquoi pas. Et on a fait un plan projet, on a dit il y aura tant de millions de ce côté, tant de millions de l'autre. De temps en temps, ils se croiseront pendant des comités de pilotage, et ça doit le faire. Vous avez compris qu'on est dans les ratés, donc ça n'a pas vraiment marché. D'abord, le directeur de programme s'est fait éjecter, on lui a un peu tout mis sur le dos. Et en fait, ces gens-là, ils n'ont pas appris à coopérer ensemble. Donc en fait, ils se retrouvaient à chaque fois à s'affronter, à dire c'est ma solution qui est la meilleure, ou non, c'est la mienne qui est la meilleure. Le projet a été plus ou moins un désastre. Pareil, des millions balancés par la fenêtre. Et à aucun moment donné, on s'est posé la question de est-ce qu'on est capable, dans notre mode de fonctionnement, d'arriver à faire ce projet. On n'a traité que la question technologique ou la question fonctionnelle. Alors pourquoi est-ce qu'on vous parle de tout ça ? Et je l'ai déjà dit au début, c'est les collectifs sont au centre de tous les projets. Et étonnamment, personne ne parle de ça. Les 2 catégories qui en parlent, c'est assez étonnant, c'est les militaires et les sportifs, même si j'ai donné un contre-exemple. Mais les militaires, parce que mal fonctionner en équipe, ça veut dire des morts, donc ils ne s'amusent pas à faire ça. Donc il y a vraiment ce vrai sujet de se dire, mais finalement, comment on s'entraîne à être en capacité de coopération ? Et nous, quand on est dans un projet classique, on ne se pose pas cette question. Quand vous constituez une équipe, et peut-être vous serez amené demain à constituer des équipes, vous allez prendre des compétences, vous allez dire tiens, lui, il a le bon CV, elle va bien, machin, et je vais les mettre ensemble. Et on va espérer, parce que c'est vraiment espérer que tout ça va bien fonctionner. Et des fois ça marche, et puis des fois ça marche pas. Et ce qui fait que ça marche pas, c'est un terme que j'emploie un peu à l'écologie, c'est-à-dire que face à une perturbation, on n'est pas capable de s'adapter, parce que le collectif, il n'a pas été entraîné pour ça. Et pourquoi il n'a pas été entraîné pour ça ? C'est que la plupart des organisations et la pensée organisationnelle, la façon avec laquelle on fonctionne, c'est issu de la logique industrielle. Alors, peu importe qu'on soit dans l'industrie ou pas, c'est la logique industrielle dans le sens, je juxtapose des compétences et un peu comme les petits rouages là, ça va marcher forcément. Or, un collectif, c'est absolument pas fait de rouages comme ça, c'est fait de gens comme vous et moi. On a une subjectivité, on a des préférences, on a des capacités plus ou moins fortes à coopérer, on a des spécificités plus ou moins complexes à faire passer. Je vais peut-être pas forcément bien comprendre ce que vous faites, il va falloir du temps pour que je l'intègre. Donc il y a vraiment cette question de cette pensée machine qui est venue figer entièrement, et encore aujourd'hui, je ne dis pas que tous les bureaux ressemblent à ça. Il y a eu beaucoup depuis le Covid, il y a eu beaucoup de bureaux qui ont été refaits. Mais il y en a encore plein qui fonctionnent comme ça. Et donc les gens, ils sont... donc là, moi, j'attends que la personne qui est là, elle coopère avec la personne qui est là. Et on est vraiment dans ce découpage qui est quelque part... voilà, c'est considérer les humains et les projets comme des ressources. Or, je crois que je l'ai dit depuis le début, c'est les transitions, en fait, faire une transition sociale, faire une transition écologique, faire un projet complexe, je pense dans le BTP et d'autres métiers, mais vous êtes amenés à faire des projets très complexes, les incertitudes, les perturbations, les changements, il y en a plein. Et nous, selon nous, les transitions, ce sont des gigantesques besoin de coopération. On a absolument besoin d'installer ça, d'être capable de le faire pour arriver potentiellement à réussir, à répondre et à faire des projets qui vont tenir la route pour répondre à tout ce qui nous arrive un peu aujourd'hui. Et depuis 2 ans, force est quand même de reconnaître qu'on encaisse un petit peu des crises. Il y a des gros changements, des grosses variations, et comment le collectif est capable ou pas de suivre. Et puis avant de passer la parole, alors je ne sais pas si je suis bon dans les délais, ouais, non, je suis bien.
Je suis bien. La parole à Bérénice. Je voudrais juste conclure ma partie, puis je reprendrai un petit peu après pour dire, mais ça voudrait dire quoi dans une entreprise? Comment ça se passe très très concrètement? Dire que on a vraiment un changement à faire, de passer d'un peu de moi ce que j'appelle la machine pyramidale, c'est-à-dire finalement une pensée qui a plutôt lieu là, et puis après une exécution qui va aller de plus en plus bas avec le moins d'interactions possible. Comme vous voyez, là il y a finalement très peu de traits, à passer à quelque chose de beaucoup plus global, où finalement, ok, on a son projet, mais on est interconnecté avec des tas d'autres projets qui vont venir percuter ce que vous êtes en train de faire. Encore une fois, sur un chantier de BTP, enfin, j'en ai jamais fait, mais je suppose que c'est réellement le cas. Entre les matériaux, entre les disponibilités des personnes, entre la météo, enfin, il y a énormément de choses qui viennent percuter. Si mon plan est rigide, si ma façon de fonctionner est rigide, je ne vais pas pouvoir m'y adapter. Et ça peut entraîner des gros échecs, comme je l'ai montré tout à l'heure. Et on va vous poser la définition de collaboration, coopération, coordination. D'ailleurs, on va rentrer un petit peu plus dans les détails, mais l'idée vraiment que je veux poser avant que Bérénice puisse vraiment exposer ça, c'est de dire, en fait, la coopération, c'est travailler les liens. C'est justement sortir de cette machine, cette façon de s'organiser qui est très mécaniste, à travailler les liens entre les personnes, comme les militaires le font, comme les sportifs le font. C'est-à-dire comment je m'entraîne finalement à interagir, en particulier en contexte difficile, mais pas que. Comment je m'entraîne à faire ça. Et les liens, on le sait aujourd'hui, il y a une fac américaine qui a beaucoup travaillé là-dessus, la fac d'Harvard, sur la question de l'intelligence collective est liée au nombre de liens qu'on a. Alors, pas n'importe quel lien, c'est pas non plus, c'est une fonction de, c'est-à-dire c'est un peu plus subtil que ça, mais en tout cas, cette question de développer des liens de qualité, elle est clé. Et un collectif, finalement, c'est arriver à tisser tout ça. Et si on regarde un peu au niveau étymologique, et notre situation est on ne peut plus complexe aujourd'hui, complexe en latin, complexus, ça veut dire ce qui est tissé ensemble. Et la complexité et la coopération ont énormément à voir. Plus c'est complexe, plus j'ai besoin de coopération, parce que plus j'ai besoin de m'adapter. Je vais laisser la parole à Bérénice qui va un peu poser quelques définitions. Ouais. Merci Christine. Donc Christine, elle a vraiment commencé en parlant de liens, en parlant de situations complexes, à vous poser un peu les conditions de la coopération. En réalité, coordination, collaboration, coopération, ça fait 3 mots qui se ressemblent beaucoup. Vous êtes en alternance, donc j'imagine que vous êtes déjà dans des équipes projets ou même en cours, vous devez sûrement avoir beaucoup de projets. Est-ce que quelqu'un vous a déjà expliqué la différence entre ces 3 mots ou même comment faire en fait, parce que c'est beaucoup d'injonctions morales. Allez, on travaille en groupe, allez, on fait un projet de groupe, mais en fait, en réalité, personne ne sait comment ça marche, personne ne sait ce que ça veut dire. On va trouver plein de définitions, même sur Internet, qui se contredisent parce que on s'est jamais vraiment intéressé au sujet. Donc c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. Donc déjà, pour parler de la coordination, donc comme on est à l'heure du déjeuner, j'ai pris beaucoup d'exemples en rapport avec ça. J'espère que vous avez mangé, sinon ça va vous donner faim. Donc la coordination, si on regarde la définition qui existe, ce serait un agencement logique de tâches dans le but d'arriver à un résultat. Ok, donc on va prendre un exemple très concret. On organise un repas. Je dis à Christine de ramener le plat et moi je m'occupe du dessert. Chacune fait sa tâche. On ne se parle pas plus que ça pendant la journée. Tant que le soir on a notre repas, on va être contente. Et si Christine elle a galéré toute la journée à cuisiner, c'est pas mon problème parce que dans tous les cas on va manger ensemble ce soir et ça sera cool. Donc ça c'est une première définition. Donc ici quand on est en mode coordination, on n'a pas de connaissance des contraintes des autres. Ensuite, on va passer sur la collaboration. Donc la collaboration, pour définir ce terme-là, c'est l'action de travailler ou de réfléchir ensemble pour réaliser un objectif. Donc là, on a quand même dans cette définition-là, la différence avec la coordination, c'est qu'on va vraiment travailler ensemble ou réfléchir ensemble, on va faire quelque chose ensemble et on a un même objectif. Donc dans cet exemple-là, on va dire qu'avec Christine, on est toutes les deux chargées du dessert. Donc on se dit, ok, je travaille avec Christine, je réfléchis avec Christine pour ramener le dessert. Mais moi j'ai envie de faire un gâteau, elle a envie de faire une tarte. C'est pas grave, dans tous les cas, notre objectif c'est de ramener le dessert. T'as coupé ton micro ? Ok. Et pardon, j'ai cru qu'il y avait un écho. Bref, donc on ramène toutes les deux le dessert. Donc
Là, étant donné qu'on fait chacune un dessert différent, même si on travaille pour le même objectif commun, on n'a pas non plus connaissance des contraintes les unes des autres. Et surtout, on a chacune notre responsabilité individuelle de faire notre part du travail. Et en réalité, de la collaboration, finalement, dans nos organisations aujourd'hui, dans les entreprises, même dans les organisations au sens plus large, ça n'existe plus vraiment. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement centré sur nos responsabilités individuelles qu'on en oublie le fait de travailler ensemble et de tisser des liens, etc. Et donc on se retrouve dans des situations de coordination où en fait chacun fait son truc et on n'est plus en contact. Et ça se traduit aussi par la pensée industrielle qu'a décrit tout à l'heure Christine. Chacun fait sa tâche et en fait on est tellement, on devient des exécutants et on devient déconnecté de l'objectif qui est censé être commun à toute l'entreprise. Parfois, soit on ne le connaît pas, soit ça nous fait aucun sens. En fait, par exemple, si l'objectif de l'entreprise c'est d'atteindre tel chiffre d'affaires, est-ce que moi personnellement j'en ai vraiment quelque chose est-ce que ça m'apporte du sens dans ma vie ? Pas forcément. Donc ce découpage-là qui est mis en place aujourd'hui par la pensée machine dans les entreprises et dans les projets, ça nous détache de cet objectif et c'est pour ça que la collaboration, ça se transforme souvent en coordination. Ok. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de coopération, parce que c'est quand même le thème du jour. Donc, pour revenir à mon exemple de dessert et de repas, là, dans le cadre de la coopération, on est toujours, Christine et moi, chargés de ramener le dessert, sauf que là, on se dit, on va préparer le gâteau ensemble. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, toute la journée, notre objectif commun, c'est de faire ce gâteau-là. Donc, quel que soit le problème, on va y arriver. Comme a dit tout à l'heure Christine, c'est souvent dans des situations complexes qu'on va devoir se mettre en coopération. Et plus c'est complexe, plus il y a des éléments de difficulté, plus on va se mettre dans un fonctionnement coopératif. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler l'adversité. Donc un des exemples un peu tragiques, enfin très tragiques même, c'est quand par exemple il y a des tremblements de terre ou des catastrophes naturelles. Directement, on va voir plein d'associations humanitaires, plein de pays, de gouvernements aller donner des aides à l'autre bout du monde. Donc là, par exemple, très récemment, c'est le cas. Et c'est des situations dans lesquelles c'est extrêmement difficile. Et pourtant, le monde entier s'organise, le monde entier coopère pour faire livrer des aides humanitaires dans ces pays. Et pour refaire le lien avec la transition, nous, on est là aujourd'hui pour vous parler de coopération, mais on n'a pas envie que vous vous disiez « Ah ok, dès que je suis dans une situation difficile, en gros je coopère, mais le reste du temps, je fais ma vie et mes collègues ils font leur vie. » Pourquoi ? Parce que, en fait, dans notre contexte, on est déjà dans une situation d'adversité. On est en crise écologique, crise sociale, crise sanitaire, crise de la biodiversité, crise énergétique, tout ce que vous voulez. On est déjà tous en ce moment dans une situation d'adversité, donc en fait, on peut déjà se mettre dans des modes de fonctionnement coopératifs. Ok. Donc, si on regarde la définition de la coopération, c'est de participer à un projet commun et de tisser des liens pour réaliser ce projet. Donc, en disant ça, ça ressemble quand même beaucoup à une somme de la collaboration et de la coordination. Parce que collaboration, c'est le fait de travailler ensemble. Coordination, c'est le fait de communiquer une fois qu'on a bien fait nos trucs de nos côtés, on se met à jour. Donc oui, on peut très bien écrire cette équation-là, ça marche. Donc ça peut être en fait des ingrédients de la coopération. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le fait... quand j'écris collaboration plus coordination, et qu'on a dit tout à l'heure dans coordination que c'était le fait de chacun faire une tâche individuellement, ce que je veux dire, c'est que quand on est en coopération, ça n'exclut pas le fait de travailler seul. C'est pas parce qu'on se dit on va coopérer qu'on va tout faire en groupe, parce qu'à un moment, on va pouvoir se répartir des tâches quand même, et puis refaire des points tous ensemble. Donc là, je voudrais reprendre mon exemple du gâteau au chocolat pour vous ajouter un nouvel ingrédient dans mon équation tout à l'heure de la coopération.
Et je vais vous raconter la petite histoire. Donc avec Christine, on doit faire un gâteau au chocolat. Sauf que moi, je me rends compte que mon four ne marche plus. Situation d'adversité. On ne va jamais ramener le dessert ce soir, c'est mort, notre four ne marche plus. Bon. Comment on fait ? Moi, je vais appeler Christine déjà. Je vais lui dire, bon, écoute Christine, j'ai déjà fait mes courses, j'ai des œufs, j'ai du sucre, j'ai du chocolat. Par contre, j'ai pas de four. Qu'est-ce qu'on fait ? Et puis on va discuter, elle va me dire on ne peut pas faire autre chose, blablabla, est-ce que tu as réparé ton four ? On va vraiment discuter. Et puis au bout d'un moment, elle va me dire ah mais j'ai une super recette de mousse au chocolat. Ça tombe bien pour faire une mousse au chocolat, qu'est-ce qu'il faut ? Des œufs, du sucre et du chocolat. C'est parfait, on est sauvés. Objectif dessert accompli, c'est génial. Et donc ça, comment ça a pu marcher ? Notre objectif, on va le remplir. Pourquoi ? Parce qu'on a communiqué entre nous. Moi, je lui ai communiqué mon problème et elle m'a communiqué une des solutions qu'elle avait. On aura pu échanger sur plein d'autres sujets. Mais une des solutions, il se trouve que c'est vachement adapté. Et pourquoi ? Parce que dans la coopération, on a connaissance des contraintes des autres, on a connaissance des forces des autres. Et ça nous permet de trouver des solutions qui sont adaptées et surtout qui sont pertinentes. Et c'est pour ça que dans un contexte de transition, c'est super intéressant d'être dans des fonctionnements de coopération parce qu'on a une vision beaucoup plus globale sur les contraintes et les forces des autres personnes du collectif. Et donc forcément, nos idées, elles seront encore plus pertinentes puisque encore plus adaptées. Si je ne lui avais pas dit que j'avais ce problème de four, j'aurais galéré, on n'aurait pas ramené de dessert. Et si elle ne m'avait pas donné sa recette ou si elle m'avait mal expliqué la recette, on aurait aussi galéré, on n'aurait pas amené de dessert. Donc dans tous les cas, on aurait échoué à notre seul objectif commun qui était de ramener un dessert. Donc un nouvel élément apparaît, la communication tout simplement. Et enfin, je voudrais ajouter un autre élément dans cette équation, c'est le destin commun, ce qu'on appelle le destin commun. Ça, sans ce destin commun-là, ça ne marche pas. Il n'y a pas de coopération qui se met en place. Là, je l'ai appelé destin commun. Depuis tout à l'heure, je l'appelle objectif, je l'appelle résultat, je l'appelle dessert. C'est pareil. C'est cette idée-là d'avoir quelque chose qui nous fait du sens et qui dépasse notre individualité sans pour autant l'exclure. C'est-à-dire qu'on ne va pas exclure les besoins, les envies des individus qui constituent le groupe. Par contre, ce groupe-là, il a une raison d'être qui va au-delà en fait, de ce que nous, on peut ressentir personnellement. Et surtout qui fait du sens. Sans ça, sans ce destin commun-là, on n'a aucun intérêt à coopérer. Et surtout, ça nous coûte. C'est difficile. Il faut travailler avec des gens qui ne viennent pas forcément du même domaine que nous. Il faut communiquer, il faut faire l'effort d'écouter, il faut passer du temps à entretenir des liens. Et c'est trop. Donc si notre destin commun il n'est pas formulé ou alors il ne nous fait pas de sens, en fait la coopération elle ne va jamais se mettre en place. Donc pour moi c'est un ingrédient essentiel à rajouter dans cette petite liste. Voilà, j'espère que j'ai un peu éclairé ces trois mots et que je ne vous ai pas complètement embrouillé, au contraire, entre les trois termes. Donc maintenant que vous savez ce que c'est coopérer, que vous avez compris que c'est essentiel pour ce contexte-là qui est changeant, qui est instable, et en plus c'est essentiel aussi pour répondre aux enjeux très personnels, mais le fait de trouver du sens dans son travail, dans ses projets, dans sa vie de tous les jours. On va un peu s'intéresser à comment on fait. Comment on fait, sous-entendu, quelles sont les compétences pour coopérer ? Parce que maintenant qu'on a compris ce que c'était, c'est pas pour autant qu'on va arriver dans une équipe, dans une entreprise et qu'on va savoir comment faire. Donc il y a trois échelles presque de compétences de la coopération. Déjà, il y a des compétences qui sont intrapersonnelles. Donc ça veut dire qu'ils sont propres à chaque personne. Donc tout simplement, se connaître, c'est hyper important. Si on sait comment on fonctionne, on va savoir comment fonctionner avec les autres. Donc ça peut être par du développement personnel, par un petit travail d'introspection, mais se connaître, c'est très très important pour fonctionner dans un collectif. Se réguler aussi, donc savoir réagir en cas de stress, de perturbation, d'éléments imprévus, etc. Savoir réagir d'une manière adaptée et évoluer.
pas partir du principe que une fois qu'on se connaît, ok, bah, je suis comme ça et les autres s'adapteront à moi, mais se construire aussi pour que ça fonctionne dans le collectif. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est des compétences qu'on va appeler interpersonnelles. Donc là, c'est de la personne par rapport aux autres personnes du groupe. Donc les compétences interpersonnelles, ça va être déjà savoir identifier. Donc on parlait tout à l'heure de se connaître soi-même, mais savoir connaître les autres aussi, savoir identifier leur mode de fonctionnement, comment ils vont réagir. C'est très important pour pouvoir fonctionner avec eux et s'adapter à eux. Et les comprendre, être dans l'empathie. Si on voit que quelqu'un est déjà en stress, en colère pour des raisons personnelles, on ne va pas en plus derrière aller leur donner des mauvaises nouvelles. Enfin voilà, on va s'adapter, on va peut-être délivrer la nouvelle d'une manière différente. Et ça, c'est super important pour que le collectif y marche. Ensuite, il y a la notion de co-responsabilité. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de leader ou quoi, mais c'est vraiment cette notion de tout le monde est investi dans le collectif. Et c'est pas la faute de l'un ou la faute de l'autre, il n'a pas fait ses tâches, c'est de sa faute, puisqu'on est tous ensemble, on est dans le même bateau en fait, si je peux dire ça comme ça. Et après, il y a des compétences de savoir communiquer et de savoir surtout écouter, c'est très important. Et ensuite, le dernier niveau, ce serait des compétences qu'on a appelées collectives. Et donc là, c'est plutôt de l'ordre d'avoir une vision globale, la vision du tout, savoir percevoir l'état du groupe, où il en est, comment il avance, si tout le monde s'entend bien, et aussi savoir construire un point de vue ensemble et plus seulement à l'échelle individuelle. Donc tout ça, voilà, vous le voyez, c'est pas des compétences, c'est pas des savoirs très techniques, mais c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler de la technologie sociale. Et ça s'apprend. Enfin, c'est pas on est avec ou on est sans, on peut très bien l'apprendre. Et le meilleur moyen d'apprendre, c'est de l'essayer. Donc vous êtes en alternance, vous avez déjà des équipes sûrement en entreprise, même pendant les cours, vous devez avoir plein de projets en groupe. Donc pourquoi pas le faire en coopération plutôt que se dire toi tu fais la partie 1, moi je fais la partie 2. Pourquoi pas essayer dès maintenant de fonctionner de cette manière-là. Alors maintenant, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est Bérénice, elle a posé les définitions, essayer de comprendre un petit peu la différence, mais concrètement, comment on le fait dans une organisation, comment on génère de la coopération, comment on la fabrique en fait, serait presque le mot, parce que ça tombe pas comme ça n'arrive pas comme ça. Souvent dans nos études, on n'a pas appris à le faire, on n'a pas forcément. Alors il y a des endroits saisis, je sais pas, mais des endroits où on fait plus de projets en collectif, mais quand bien même, là on est intervenu il y a pas si longtemps que ça dans une école, on s'est rendu compte qu'il y a des groupes, ils savent le faire, et d'autres n'ont pas les clés, ils savent pas, c'est pas des choses, alors pour certains c'est intuitif, mais pour d'autres ça l'est clairement pas. Et surtout, c'est ce qu'a dit Bérénice, ça vient, on appelle ça de la technologie sociale, c'est un terme qui, c'est au MIT que c'est né, c'est cette idée de dire, il y a de la technologie sociale entre les individus, il y a des façons d'organiser les gens, il y a des façons de les faire travailler, et ce sont des véritables technologies. Alors pas au sens matériel du terme, mais qui ont des effets bien réels et bien matériels, ceux-là. Alors, je vais vous donner des exemples très concrets de choses qu'on a mis en place, mais pas forcément que nous, mais en tout cas, je vais vous parler des sujets d'exemples que nous, on connaît puisqu'on les a mis en place, avec un petit warning au démarrage qui est de dire on peut pas faire une injonction de coopération. Je peux pas vous dire tiens, coopère, ça marche pas. Y a beaucoup de conditions à ça. Il faut que ce soit compatible avec ses projets, son salaire, par exemple. Je crois qu'il y a des RH, il me semble, qui sont connectés, mais je trouve ça toujours extrêmement compliqué de dire j'ai un salaire ultra individuel, je suis classé les uns par rapport aux autres, mais on me demande de coopérer. Et en fait, on ne récompense pas la coopération. C'est un élément. Je dis pas que c'est l'argent qui fait coopérer, mais c'est un élément parmi d'autres. Et souvent, dans les exemples que j'ai donnés, les gens ils sont dans leur petit bureau, ils se voient jamais. Ils n'ont pas de temps pour ça. En fait, c'est aussi la question du temps. Ils sont dans un temps dit productif et on n'a pas de temps. On ne peut pas laisser s'installer cette coopération. Donc, résultat, quand il y a un problème, un projet qui commence à partir en live ou la vie courante ou des embrouilles entre les personnes, on n'est pas prêt. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est pas une mer calme qui fait un bon marin. Si quelqu'un fait de la voile ici, tant que c'est pépère, ça va, je peux me balader
naviguer avec mon bateau, c'est quand ça commence un peu à souffler que là, je vais voir si oui ou non je suis un bon skipper, quoi. Alors, créer le cadre, c'est qui doit le faire en fait dans l'entreprise, hein, et en fait il y a pas mal de monde qui va le faire, hein. Il y a en premier les chefs de projet, et j'imagine qu'il va y en avoir plein dans cette salle. Enfin, vous serez tous à un moment donné chefs de projet, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes dans un projet, vous devez installer ce cadre et vous poser la question, pas simplement de se dire on rend le 12, on rend le 18, on rend le 20, c'est vraiment de se dire comment je crée ce cadre parce que je dois articuler des gens. Bien sûr, les managers, parce que c'est vraiment leur rôle de base, quoi, quelque part, de faire en sorte que toutes les personnes qui sont dedans aient les possibilités de travailler, mais aussi les RH, parce qu'on pense que de plus en plus, la question des RH, c'est d'arriver à créer l'espace dès qu'on commence à intégrer les personnes pour qu'il puisse se passer, pour qu'on puisse déployer cette coopération. Alors, je vais vous donner des exemples très concrets, 3 exemples des choses vécues. Le premier, c'est constituer une équipe. Donc, vous serez tous amenés. Dans une des missions qu'on a eues, c'est comment je constitue l'équipe. Alors, la façon pratique de constituer, enfin classique, pas pratique, mais classique, pardon, de constituer l'équipe, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je prends des compétences, je prends des CV et je les colle ensemble et je dis boum, j'ai une équipe. Ok, bon, ça on l'a vu. Enfin, j'espère qu'on a réussi à vous démontrer que ça suffisait clairement pas. Aujourd'hui, constituer une équipe, c'est se poser la question de est-ce que les gens vont bien fonctionner ensemble. Parce que les compétences techniques, elles vont évoluer. Là, vous apprenez des technologies ou des pratiques. Je parie que dans 5 ans, ça sera plus les mêmes et vous allez devoir réapprendre. Donc les technologies, ça va, ça vient. En revanche, la coopération, c'est quelque chose qui est stable et qui se transfère d'un projet à un autre. Donc, quand on constitue une équipe, un des premiers sujets qu'on doit se poser, c'est comment ces gens-là vont interagir. Comment ça va se passer? Est-ce que j'ai que des gens qui savent faire décoller des sujets et qui sont un peu tout fous? Ou est-ce que j'ai que des gens qui sont dans la répétition mais qui ont besoin, qui sont nécessaires pour stabiliser? Ou est-ce que j'arrive à avoir un ensemble de tout ça avec des gens qui vont être capables de s'écouter, de comprendre les contraintes, d'aller chercher ça? Donc ça, c'est un premier exemple super concret auquel on est confronté tous les jours, constituer son équipe et prendre donc du temps de production pour constituer ces liens. Un deuxième exemple qui est là très actuel puisqu'on est vraiment en train de le faire chez un client, c'est ce qu'on appelle nous de la coopération multi-équipe, c'est-à-dire c'est un projet technologique transversal qui traverse absolument toute la structure. Donc c'est en centaines de personnes, je n'ai pas en tête les chiffres, mais c'est plusieurs centaines de personnes. Comment on va faire pour que ces gens arrivent à bosser ensemble? Ils sont tous dans leur équipe, ils ont tous plein de choses à faire au quotidien. Comment on va faire pour arriver à ce qu'ils se saisissent de ce que Bérénice a appelé un destin commun? En fait, ils se mettent d'accord, ils arrivent à faire passer le voisin avant eux, parce qu'il y a quelque chose qui est au-dessus d'eux. Et en fait, on s'est posé la question, c'est pas la première fois qu'on le fait, mais là, c'est la 3e fois, je crois, à peu près qu'on a fait ça. C'est en fait, on a créé ce qu'on appelle des communautés d'apprentissage. C'est-à-dire un endroit, donc, qui est sur le temps de travail, qui va être, je vais apprendre à coopérer. Alors, ok, il y a un prétexte qui est, on va apprendre la technologie, qui est réel, il faut vraiment l'apprendre et il faut vraiment découvrir. Mais ce qu'on a voulu impulser avec ces communautés, c'est les gens vont apprendre ensemble, vont faire des mini-projets, des choses ensemble pour arriver à fonctionner ensemble. Et le vrai objectif, c'est d'apprendre à coopérer. Parce que quand le projet va vraiment démarrer, là, les personnes se connaîtront, auront l'habitude de travailler ensemble et seront capables de faire de ce qu'on appelle de la transversalité, c'est-à-dire mener un projet complexe, embarquant des gens avec des métiers très différents. Ils ont appris à dialoguer ensemble et donc ils vont être capables de le faire, non seulement quand le projet va démarrer, mais aussi quand ils vont avoir ce que Bérénice a appelé des contraintes, de l'adversité, des emmerdes, enfin des choses qui se passent pas bien, comme il y en a absolument dans tous les projets. Donc ça, c'est ce deuxième, ce qu'on a appelé la coopération multi-équipe. Et peut-être le dernier, je regarde si on est, je vais accélérer peut-être. Le dernier, c'est ce que, donc nous on travaille beaucoup sur des projets de transition, vous l'avez compris, donc que ce soit de transition diverses et variées. Et on se rend compte que la transition, elle a surtout lieu sur les territoires. C'est-à-dire, ok, tout en haut de l'État, on peut décider des trucs, mais en fait, ce qui va vraiment se passer, c'est ce qui se passe sur les territoires. Donc c'est comment on mange différemment, l'alimentation durable, la mobilité durable, tous les sujets, ce qu'on appelle les grands enjeux de vie,
que vous tous, nous, on utilise au quotidien et qui nous impactent directement. Mais en fait, ça se joue au niveau des territoires. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire la mairie, ça veut dire la communauté d'agglo, pour Paris, par exemple, le Grand Paris. Ça veut dire des entreprises, ça veut dire des associations, des citoyens. Tous des gens qui parlent pas le même langage, qui n'ont pas les mêmes objectifs, qui n'ont pas la même culture et qui ont tendance à s'affronter quand on a des petits trucs difficiles. Et le sujet, c'est de se dire comment on fait coopérer ces gens-là. Et là, de la même manière, donc là j'ai pris une photo de quelque chose qui se passe dans la presqu'île Saint-Nazaire, c'est d'arriver autour d'un sujet d'enjeu de vie, donc un destin commun, qui était en l'occurrence les bioressources, donc en gros les déchets organiques, pour le dire de façon moins chic. C'est comment on arrive à faire que ça rentre dans l'alimentation durable, comment ça peut s'inscrire dans de la mobilité douce avec des gens à vélo qui vont le faire. Et il a fallu mettre autour de la table des spécialistes du compostage, des spécialistes, des acheteurs de la mairie, de la communauté d'agglo, des associations. Et le but a été de créer l'espace de coopération. Et les premières instances, en fait, on fait essentiellement créer l'espace de coopération. On a peu d'attentes sur ce que ça va donner, mais on leur apprend à dialoguer ensemble. Et aujourd'hui, c'est un projet qui est lancé, qui est financé. Enfin voilà, c'est quelque chose qui tourne. Et il y en a de plus en plus sur le territoire. Et le point commun de tous, c'est la coopération. Donc là, par exemple, dans cette photo, en fait, on apprend chaque acteur à montrer ses contraintes. Bérénice en a largement parlé. Montrer les contraintes. Moi, j'ai ce problème de compétences. Moi, j'ai ce problème d'argent. Et du coup, la solution, c'est une solution qui prend en compte tout ça. Donc, vous imaginez bien que pour la réalisation, ça change tout, parce que tout le monde est aligné et tout le monde a été entendu dans ses limites et dans ses capacités. Alors on va conclure. Je crois on est bon au niveau des délais. Hein. C'est bon, hein. Ouais, parfait. Ok, super. J'espère qu'on a réussi à vous montrer que la coopération, c'était vraiment un des grands sujets de non seulement des projets auxquels on est confronté, j'allais dire au quotidien, mais également de la transition. Et il y a vraiment ce sujet, et j'aimerais vraiment c'est vraiment si vous devez retenir une seule chose, c'est que quelque part vous-même vous inscrire dans la transition, et je pense que parmi vous il y en aura forcément qui le feront. Il y aura vraiment ce sujet de se dire comment je vais faire pour rentrer en contact avec des gens très différents, comment je vais faire pour bosser avec eux. Et vraiment, cette question de la coopération, c'est ce qui va vous permettre de finalement vous engager vous-même dans la transition, quel que soit l'endroit où vous allez être. Parce qu'on le sait, je l'ai dit au début, mais je le redis, les solutions, on en connaît énormément, mais vraiment énormément. Que ça soit dans tous les domaines, dans l'alimentation, dans l'énergétique, dans la mobilité. En fait, on a une collection, il y a des tas d'ingénieurs qui ont bossé, on a énormément de solutions. Et pourtant, on n'arrive pas à s'en saisir. Donc c'est vraiment ce sujet-là, pour nous, en tout cas c'est notre intuition, notre perception, on est à ce point de bascule où les collectifs qui vont être capables de faire ça, vont être capables de réaliser des trucs incroyables. Et j'entends de plus en plus d'entreprises qui ont compris que c'était un investissement qui est clé. C'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, c'est prendre de son temps, c'est investir sur cette coopération, parce que le projet, on ne sait pas s'il va réussir, par contre le collectif, il va continuer. Et plus j'investis dans le collectif, plus je me donne la possibilité de réussir les projets. Et peut-être je vais laisser le dernier mot de la fin à Bérénice, qui va vous passer un petit message. Oui, je voulais juste, revenir sur un point, c'est que rentrer dans des fonctionnements comme ça de coopération, ça permet vraiment d'allier trois choses. Vos convictions personnelles, les activités de l'entreprise et le monde dans lequel on vit. Et en fait, cette coopération-là, elle permet, au travers du destin commun ou de l'objectif, de donner un sens en fait à la fois aux personnes qui travaillent dans l'entreprise, mais aussi donner du sens aux activités, parce que comme les personnes qui vont être dans le collectif, elles vont savoir trouver des solutions adaptées, des solutions adaptées aux problèmes et pertinentes et créatives, ça va aussi servir l'entreprise dans ses activités. Et ça va forcément servir au milieu qui les entoure parce qu'on aura des impacts plus positifs. Et ce que je voulais vous dire, c'est que vous, en tant que jeune diplômé ou même en tant qu'alternant, vous avez cette légitimité à désirer un travail qui vous fait du sens. Et c'est pas parce que vous êtes jeune et que vous sortez d'école que faut prendre la première expérience ou l'expérience qui vous paye le plus, parce qu'en fait, investissez aussi en vous et en vos capacités à savoir coopérer, parce que sinon,
vous allez vous retrouver dans des situations où en fait ce que vous allez faire, ça n'aura plus aucun sens. Et c'est dommage, je trouve, de se sacrifier comme ça, alors qu'on sait qu'il y a plein d'endroits où l'expérience de travail est sympa. Donc voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, j'imagine que ça vous parle, hein, parce qu'évidemment, on saisit, même si aujourd'hui les intervenants ne sont pas tout à fait au vu, on fonctionne par projet. Donc, c'est un sujet qui vous touche chaque jour, j'imagine bien, dans vos constitutions de groupe projet, votre activité même, que ce soit dans vos entreprises, mais également personnelles, vos activités extrascolaires ou professionnelles. Est-ce que vous avez eu vous avez des questions à propos de ces interrogations qu'elles vous posent, ces définitions, ou est-ce que vous avez peut-être des situations que vous avez vécues à mettre en perspective et puis à partager avec ceux qui nous regardent aujourd'hui? Levez la main si vous avez des questions. Oui, j'arrive. Bonjour. Ouais. Alors, moi j'ai une question. Vous nous avez dit que pour augmenter la coopération, il fallait que ça parte dès la constitution des groupes. Oui. Comment est-ce qu'on augmente la coopération pour un groupe qui est déjà créé et dans lequel ça ne fonctionne pas entre les gens? Ouais. En fait, un des premiers sujets quand un groupe dysfonctionne, et ça arrive tout le temps, hein, c'est un peu... En fait, il faut arriver à se faire ce qu'on appelle une vision commune de la situation. Donc, très concrètement, on va discuter, on va prendre un atelier, on va faire un atelier avec les personnes et on va déposer ensemble et montrer ce qui marche pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut un animateur en général, mais bon, vous pouvez le faire, ça dépend le petit nombre, je sais pas de quel nombre vous avez en tête, hein, mais de prendre ce temps, de se dire, voilà, qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça marche pas. Et c'est vraiment prendre ce temps d'investissement. Et on s'est rendu compte qu'en 1 heure, 2 heures, déjà, rien que d'avoir pu poser ça, de dire là il y a des dysfonctionnements, quand tu fais ça, ça me pose des problèmes. Enfin voilà, tourner, faudrait que vous m'exposiez un peu, je pourrais vous donner deux, trois façons de l'aborder, il faudrait que j'en chasse un peu plus. Mais notre expérience nous a montré que rien que déjà de créer l'espace pour faire ça, déjà ça améliore. Puis après, le niveau 2, si je peux dire, c'est un peu ce qu'a dit Bérénice. On ne fonctionne pas tous pareil. On a des profils. Il y a des gens qui sont hyper fonceurs, qui veulent absolument que les choses arrivent. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus dans le consensus. Et en fait, c'est si, je ne sais pas, vous êtes très fonceur et je vais vous demander d'entretenir une relation, alors qu'en fait, vous avez envie de foncer, je vais vous mettre en situation de difficulté. Vous ne serez pas à la bonne place, en fait. Et c'est aussi de bien comprendre comment fonctionnent les gens et de les mettre, dans la mesure du possible, à la meilleure position possible. Et c'est ça aussi le rôle des chefs d'équipe, des RH, d'arriver à vraiment faire ça. Et plus vous les connaissez et plus vous leur laissez l'espace pour dire ce qui dysfonctionne. Et d'ailleurs, des équipes très matures, je parlais tout à l'heure de Claude Onesta, l'entraîneur du hand, ce qu'il dit, une équipe qui est très mature, c'est une équipe qui sait perdre. Donc on sait encaisser et on sait se dire les choses. On sait faire du feedback, en fait. Ça répond à votre question? Ouais. Et si je peux compléter, ça se fait aussi quand on recrute quelqu'un pour arriver dans une équipe qui est déjà formée. Tu veux y aller? Ça peut se voir aussi dès les entretiens. Par exemple, le fait de faire des retours entre les étapes d'entretien, ça peut tester la capacité d'une personne à recevoir des commentaires. Et rien que ça, et même à en faire, parce qu'on peut lui dire, toi, qu'est-ce que tu as pensé du processus de recrutement? Et cette personne, elle va faire des retours. Et rien que là, entre 2 étapes de recrutement, on peut tester des capacités à fonctionner en groupe, à fonctionner, à savoir communiquer, à savoir recevoir, à savoir réagir. Et ça, déjà, c'est des qualités qu'on peut tester en amont. Alors, bonjour. Moi, c'était pour revenir sur l'épisode de Naïsna avec l'équipe de France. Est-ce qu'on ne peut pas dire que le fait qu'il ne soit pas sorti du bus, ce ne serait pas une sorte de collaboration, justement? Coopération, même. Oui, je suis d'accord il y a eu un certain niveau de solidarité, on va dire, entre eux. C'est pour ça que, il est très intéressant cet exemple. Mais disons que le destin commun était quand même de jouer.
et et si possible d'arriver le plus loin possible. Donc oui, d'une certaine manière, vous avez raison, mais si on raccroche à cette question d'un destin commun, voilà, qui s'appelle Coupe du Monde, qui s'appelle Transition, enfin peu importe comment ça s'appelle, là il y a quand même eu quelque chose d'assez... ils n'ont pas su faire face à cette perturbation. Mais oui, c'est bien vu. On a une interrogation via le live. Une question, comment évaluez-vous la maturité coopérative d'une organisation ? Alors, bon, déjà, c'est pas un chiffre. Alors, je sais pas, il faut que je regarde là, peut-être. C'est pas un chiffre où on dit, tiens, vous êtes à 12 sur 18, parce que c'est jamais. Mais par contre, on a, à travers les ateliers, un petit peu la première question, on voit très très vite, à travers la façon d'interagir, on voit très très vite la maturité, en posant des questions comme c'est quoi le dernier projet qui s'est bien passé, c'est quoi le dernier projet qui s'est mal passé. Et en fait, assez vite, vous commencez à voir les mécanismes. Après, on a des outils, on a des cartes, on a tout ça, mais très vite, en fait, en rentrant en contact et en les interrogeant sur leur passé ou ce qu'ils sont en train de faire, les difficultés qu'ils rencontrent, on voit très très vite où est le nœud. Et des fois, le nœud, c'est pas des personnes qui veulent mal agir, c'est des personnes qui sont pas organisées pour agir de façon, ou même l'organisation va se mettre en travers du travail. Nous, on rencontre énormément d'organisations où il y a une injonction, vous devez travailler ensemble, mais l'organisation, les process, les rencontres, tout ça, tout est fait pour empêcher cette coopération. Donc, Oui, bonjour mesdames. Bonjour. Je voulais savoir, par rapport à la nature de votre activité, comment est-ce que vous intervenez auprès des entreprises ? Vous êtes en phase d'observation, après vous rendez un rapport ? En fait, ouais. Nous, on a deux façons de faire. Enfin, la première, effectivement, être en observation, c'est la base. Enfin, on écoute ce qu'ont les gens à dire, et après, on va faire avec eux. C'est-à-dire, on se met pas, on dit conseil parce que c'est un mot, voilà, que tout le monde connaît. Mais en fait, nous, on va plutôt faire avec. On va plus faire du compagnonnage, on va dire. On va mener les projets et on va essayer de modéliser une autre façon de faire pour montrer que, tiens, ce problème-là, on aurait pu le prendre différemment. Une question à propos des nouveaux modes de fonctionnement dans l'entreprise, c'est-à-dire le télétravail, c'est-à-dire les réseaux, tout ce qui est Teams, etc. Surtout pour des entreprises en plus à but peut-être international. Comment vous avez peut-être géré ça dans certains de vos projets, ou quelle vision vous avez de cette transition, on va dire, d'organisation ? En fait, depuis le Covid, de toute manière, moi, je connais pas un seul client qui travaille pas en partie à distance. Enfin, j'allais dire, maintenant, c'est notre nouveau normal. Ça, c'est. Alors, c'est sûr que si vous êtes toujours en télétravail et qu'il n'y a jamais de temps collectif, là, vous allez vraiment dégrader la capacité de coopération. Mais néanmoins, on s'est rendu compte qu'on arrive à mener des projets en créant l'espace. Il peut être virtuel ou physique. Il y a un moment donné, il faudra qu'il soit quand même physique, mais créer cet espace non productif, c'est une définition un peu négative, mais de prendre le temps de se dire, ok, on a mal fonctionné, comment on pourrait fonctionner mieux. Nous, on s'est rendu compte que ça a l'effet attendu. C'est-à-dire, pour une fois, on s'occupe de nous, les gens, en fait, dans notre façon de fonctionner. Et donc, moi, je dirais pas que le télétravail a nui tant que ça. Je dirais même presque, on a plus de temps où on prend soin des gens. Donc, dans certaines structures, je vois qu'il y a un peu plus. Il y a une question là qui depuis un petit moment. Dernière question. Oui, Bérénice, je complète, mais après on prendra ta question. Mais en plus, il y a plein d'outils qui existent. Même nous, dans notre manière d'animer des ateliers, des fois, on va animer des ateliers en visio, mais en fait, rien que le fait de discuter pendant les 10 premières minutes de la réunion, de faire des animations un peu sympas, des petits jeux et tout, ça rend quand même l'expérience. C'est pas juste une visio où on se dit bonjour, ok, point numéro 1. Enfin voilà, ça rend le truc un peu plus dynamique, quoi. Bonjour. Bonjour. Merci pour votre intervention. Si je prends la parole, c'est pour vous poser la question qui est toute simple. Vous avez parlé de coopération. Et j'adhère à cette idéologie. Mais je ne comprends pas un truc qui est personnel à moi, par exemple. Je me dis, la coopération va me permettre de repérer des critères différents de mes différents collaborateurs pour travailler au sein d'un groupe. Oui. Mais ma question est celle de savoir comment mes différents collaborateurs ou collègues vont pouvoir émerger au sein de ce groupe, en fait. Comment la coopération va permettre à ce que je puisse avoir des collègues qui vont émerger au sein de ce groupe, de ne pas être interdépendants entre eux, par exemple. Parce que si j'ai une équipe qui collabore,
il faudrait bien qu'à un moment, ils puissent évoluer aussi personnellement. Et Oui. j'aimerais donc savoir cela. Alors, je vais essayer de reformuler pour voir si j'ai bien compris. C'est comment, dans la vie d'une équipe, on fait en sorte que chaque individu puisse évoluer, même si on les fait coopérer. C'est-à-dire, oui, à un moment donné, dans une équipe, il y a une forme de stabilité, on intègre les gens et il y a une coopération. Mais une équipe, c'est un organisme vivant, hein, ça va, ça vient. Il y a les gens vont rentrer, les gens vont sortir. Enfin, j'espère que j'ai bien compris votre question. Hein. Et c'est pour ça qu'on parlait d'intégration dans une équipe. C'est-à-dire quand un membre part, c'est toujours arriver à la fois à se dire, bon, on a perdu des compétences, ça on sait le faire en général, mais qu'est-ce qu'on a perdu en termes de mode de fonctionnement ? Qu'est-ce qui nous manque ? Et si on le raccroche au destin commun, nous on le fait beaucoup, c'est dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on essaie de faire tous ensemble ? Et de se dire, c'est quoi le type de profil dont j'ai besoin ? Enfin, c'est vraiment se poser cette question-là. Et nous, on s'est rendu compte qu'à chaque fois que quelqu'un rentre ou sort, l'équipe, c'est plus la même. Vous arriverez, c'est pas des machines en fait. Quand quelqu'un part d'un groupe, le groupe est plus le même, c'est comme ça. Mais on est vivant et on est capable de le gérer. C'est-à-dire toujours, si par exemple vous êtes manager d'une équipe, vous devez garder ça en tête, se dire, ok, j'ai des individus, comment moi je vais créer le cadre pour qu'ils puissent se déployer le plus possible. Et quand une nouvelle personne rentre, comment je lui fais la place, comment je lui fais créer des liens avec tous les autres. C'est un travail, hein, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, mais et on le dit souvent, c'est un investissement, mais il est largement rentabilisé. Parce que tout le temps que vous allez prendre à faire ces ajustements, ça va demain dans la réalisation de vos projets, ça va tout changer. En tout cas, nous, c'est vraiment bon. C'est un peu notre fond de commerce, mais enfin, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on observe. Hein. Merci beaucoup. On peut encore remercier nos intervenantes. T'as le petit... Donc, je vais conclure donc toutes les questions que vous avez sur les causeries saisies. Vous envoyez un mail là sur le contact causerie au pluriel idfc@saisie.fr. Je vous propose également de nous envoyer des thématiques qui vous intéresseraient, des causeurs que vous pouvez peut-être connaître, afin de nous donner encore plus, de me donner un peu plus de réflexion pour la nouvelle programmation de l'année prochaine, qui est une programmation annuelle, je le répète, et ça se fait, ça commence au mois de juin et c'est bouclé à peu près fin septembre. Donc n'hésitez pas, je suis tout à fait intéressée par vos idées. Vous allez sur YouTube, comme je l'expliquais, revoir des causeries. Avec plaisir. Vous n'hésitez pas à transférer le lien du live, toujours avec beaucoup d'intérêt. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut valoriser aussi pour les apprenants de votre école. Hein. Toutes les écoles font pas forcément ça. Et voilà, n'hésitez pas vraiment à partager ce que vous trouvez bien et moins bien. On est là aussi à votre écoute. Merci à tous. Bon après-midi. La semaine prochaine, je vous invite à nous rejoindre pour un tout autre sujet, mais ça reste dans la communication. Communication, vous allez pouvoir faire la fusion. Comment interagir dans une communication institutionnelle? La directrice de la communication de Royer-Malmaison sera présente pour vous parler de son expertise. Merci à tous.